J. Le 6-9, Christophe Dard. Merci d'être avec nous sur Radio J, il est 8h36, second attentat terroriste en une semaine dans lequel des Arabes israéliens commettent un massacre au nom de l'État islamique. Cela s'est donc passé hier soir à Hadera. 2 agents des forces de sécurité ont été tués, le sergent Yazan Fallah venu de Haute-Galilée, la sergente Shirella Boukarat de Netanya, âgés tous les deux de 19 ans, 10 blessés dans cet attentat aussi, dont 2 dans un état critique. 2 terroristes arabes israéliens, 2 cousins, ont ouvert le feu sur des passants au nom de l'État islamique dans le centre-ville de Hadera, une 50aine de kilomètres au nord de Tel Aviv. Les 2 terroristes ont été éliminés par les forces de sécurité, ce qui porte à 6 en une semaine en tout le nombre de personnes tuées donc dans 2 attentats. Pour revenir sur cette actualité et également dans ce contexte, sur ce sommet qui s'est ouvert dans le Negev à Sde-Boker il y a quelques heures dans le sud d'Israël, sommet forcément relégué au second plan. Bien pour parler donc de ces 2 actualités, nous sommes ce matin en direct avec Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Denis Charbit, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en studio. Pour revenir d'abord sur cet attentat, évidemment, il y a 2 faits majeurs qui nous frappent dans cet attentat. C'est d'abord que ça a eu lieu, ce deuxième attentat, non pas à Jérusalem mais en Judée-Samarie. Et on sait bien sûr que ce sont des endroits, et ça a encore été dit il y a quelques semaines par les forces de sécurité, quelques jours, des endroits, des points chauds en cas d'attaque terroriste. Ça n'a pas eu lieu donc ni à Jérusalem ni en Judée-Samarie. Et aussi également, autre fait majeur, c'est que c'est au nom de l'État islamique, donc ce ne sont pas et là aussi on n'est pas forcément habitué. Donc comment expliquer en une semaine effectivement ces 2 attentats avec ces 2 faits-là auxquels nous ne sommes pas habitués habituellement en Israël? Alors c'est vrai que la première chose qui frappe les esprits aujourd'hui et depuis hier soir, c'est d'abord la recrudescence. Alors c'est vrai que là-dessus on était alertés. Ça fait déjà quelques jours que Gantz avait rencontré le roi de Jordanie, le roi Abdallah va rencontrer Mahmoud Abbas. On sentait une tension monter et voilà qu'elle s'est exprimée et qu'elle a réussi son coup à 2 reprises. Le deuxième aspect, donc il y a la recrudescence déjà. Avec aussi Ramadan et Pessah qui approchent et qui sont traditionnellement des périodes de forte tension ou de crainte de forte tension. C'est Sukkot et Pessah sont les 2 moments toujours clés et là on a senti les choses venir. Le deuxième aspect, effectivement, c'est Daesh. Je veux dire, vous interrogez les Israéliens, pour eux, Daesh, c'est la France, c'est bien sûr l'État islamique entre l'Irak et la Syrie, mais voilà, c'est les attentats qui ont lieu, Daesh frappe l'Europe occidentale. Et on en était relativement préservé, on avait noté qu'il y avait finalement assez peu de Palestiniens, tant du côté de l'autorité palestinienne ou de la bande de Gaza que du côté d'Israël qui avait été tenté par cette radicalité-là. Et on voit que elle frappe à 2 reprises. Et je pense qu'une des premières pistes, c'est de voir s'il y a un lien entre les 2. Est-ce que c'était commandé? Est-ce que ça a été planifié de telle sorte que l'un opère la semaine dernière, l'autre en fin de semaine? Est-ce que en début de semaine en Israël? Et est-ce que cela va continuer? Y a-t-il donc un réseau Daesh implanté en Israël? C'est une autre question. Et puis la plus grave, et là je le dis avec un sentiment de responsabilité, de gravité, c'est le fait que dans les 2 cas, il s'agit de citoyens arabes israéliens, de Palestiniens d'Israël, qui sont les auteurs des attentats. En plus avec comme vous l'avez noté tout à l'heure, l'un à Beersheva, l'autre à Hadera, c'est-à-dire on est dans le cœur d'Israël, on n'est pas dans les zones contestées et là incontestablement il y a une réflexion à avoir. Bien entendu que les partis arabes, bien sûr représentés dans la coalition, mais également dans l'opposition, condamne fortement, fermement. Il y a là incontestablement un dossier qu'il faut prendre sous tous ses aspects. Aussi bien la tendance terroriste, et il faut bien le dire, de manière générale, de 1948 à 2022, la part des Arabes israéliens et leur implication directe dans des actions visant d'autres Israéliens a été relativement faible. Et là, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe?
Et ça se passe au moment même où il y a deux autres phénomènes qui touchent la population arabe d'Israël. C'est d'un côté la criminalité qui est en hausse, et on peut imaginer qu'il y a là un effet d'accumulation, en tout cas des vases communicants. Et puis le deuxième aspect, c'est aussi la constitution d'une classe moyenne arabe-israélienne qui s'intègre, qui a fait le choix d'Israël. Et là, on se dit, voilà, il y a une société qui est en implosion et dont nous subissons ici les effets. Et cela demande effectivement une sorte de réflexion à la fois sécuritaire, à la fois politique, à la fois économique, parce que ce qui est en jeu ici, c'est la coexistence judéo-arabe en Israël, qui est sans doute un des acquis les plus forts dans un contexte qui est celui d'un conflit, d'avoir réussi à maintenir une coexistence. Et c'est pas une coexistence où chacun habite chez soi. C'est une coexistence où on travaille ensemble, on se retrouve dans les transports publics ensemble, et ça c'est un événement. C'est plus qu'un événement, c'est un processus de longue durée. Et deux événements comme cela mettent ça en cause, et c'est très troublant. Voilà, il y a une vraie prise en compte, et je pense que plutôt que d'aller dans une sorte de provocation, il faut tenir bon, rassurer les Israéliens sur la réalité de cette coexistence. On avait dû, en mai dernier, lors de l'opération militaire, il y avait déjà eu des premières heures. C'est incontestablement, c'est ça qu'il faut aujourd'hui mettre à plat, parce qu'il en va de notre avenir, et au sens le plus quotidien du terme. On parle pas ici de stratégie à long terme, on parle pas de coopération régionale, on parle de la vie quotidienne. Et ça, je dirais que de tous les aspects, c'est sans doute pour moi le plus inquiétant. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même deux erreurs d'appréciation? D'abord concernant le Shin Bet, parce qu'on sait par exemple que El Fam ou des descentes ont été effectuées hier soir, parce que c'est là que sont originaires les terroristes. On sait que c'est un endroit, c'est un point chaud, c'est un endroit de radicalisation connu, de radicalisation islamiste. Donc on a l'impression de l'avoir découvert, je vais être un peu primaire, de l'avoir découvert hier soir. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu cette erreur, cette première erreur d'appréciation du Shin Bet? Et la deuxième, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une erreur d'appréciation après le premier attentat, où on a parlé de la population bédouine dans le Negev? On a dit, voilà, c'est des bédouins, on sait qu'il y a beaucoup de criminalité dans le Negev, donc c'est eux. Sauf qu'une semaine après, c'est plus vraiment la même chose. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu deux erreurs d'appréciation, coup sur coup, qui peut-être obligent aussi les services de sécurité israéliens, et peut-être même globalement le pouvoir, à vraiment prendre conscience de la gravité désormais de ce qui se passe? Tout à fait. Je pense qu'il y a ici... Alors, est-ce qu'on a mis toute l'attention sur la Cisjordanie et la bande de Gaza? C'est vrai qu'on avait le sentiment que à l'intérieur d'Israël, les choses étaient tenues bien en main. Ce phénomène de radicalisation Daesh est totalement nouveau. Je veux dire, encore une fois, l'image qu'on en a, l'association spontanée qu'on en a, c'est que ça touche l'Europe, ça touche la Syrie, l'Irak. Et si je puis dire, même d'un point de vue journalistique, on a même pensé que l'État islamique était en train de disparaître, même de manière générale, même en Europe ou en France, on entend beaucoup moins parler. Au moment où elle agonie, où on a le sentiment qu'elle agonise, voilà qu'elle se relève, et qu'elle se relève en Israël. Incontestablement, le Shin Bet doit faire un examen de conscience, voir où il a, comme vous dites, commis des erreurs d'appréciation sur la gravité, l'intensité, peut-être la coordination du phénomène. Moi, je pense que c'est la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui. Est-ce que ce sont deux phénomènes isolés? Est-ce qu'il y avait ici coordination? Est-ce que on est au début d'une vague, compte tenu de l'arrivée du Ramadan dans les prochains jours? Il y a incontestablement, on se réveille aujourd'hui avec beaucoup d'inquiétudes, d'autant qu'il faut bien comprendre, depuis, je dirais, Ariel Sharon, donc ça remonte à 20 ans, l'objectif principal, je dirais même presque primordial, de tous les gouvernements, sans exception, c'est de nous faire oublier qu'il y a un conflit, et que ce conflit, il est à l'intérieur d'Israël. Il peut être à Gaza, notamment, il peut être en Cisjordanie, il est bien entendu dans la région au sens large du terme, mais on y pourvoit justement par les accords d'Abraham, etc. Et là, on comprend que, en fait, non, il est encore bien là, il existe, on n'en a pas fini avec lui, on peut toujours signer des accords, etc. Il y a ici à la fois un problème politique, mais il y a également un problème de sécurité, et c'est une rude tâche, parce que dans la tête de mes concitoyens aujourd'hui, on se dit, mais ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé, et ça pose au gouvernement actuel, au gouvernement présidé par Naftali Bennett, un réel défi, une
réelle épreuve parce que, d'abord parce que c'est toujours exploité politiquement, il faut bien le dire. On est dans un État démocratique et donc toutes les voix s'expriment, mais aussi parce que le conflit, c'est loin de nous, c'est éventuellement à Jérusalem-Est, éventuellement en Judée, en Samarie ou à Gaza. Ce n'est pas en Israël. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé, et surtout avec des pertes, parce que il faut bien comprendre, quand ça se termine par des blessés, l'attitude de l'opinion est plutôt, on va dire, sur sorte de défensive. Lorsqu'il y a des morts et que c'est le deuxième en moins d'une semaine, on se dit il faut peut-être revenir. Alors c'est pas une troisième intifada, rassurons-nous tous, c'est pas encore une troisième intifada, mais il faut être vigilant et le service de sécurité intérieure ont du travail. Il nous reste moins de 5 minutes. Denis Charbit, je le rappelle, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Vous êtes ce matin avec nous en direct et en studio. C'est dans ce contexte que un sommet dans le Negev à Sde-Boker, dans le sud d'Israël, a donc a commencé il y a quelques heures, forcément relégué au second plan, avec autour de la table chef de la diplomatie américaine et les homologues émiratis, marocains, bahreïnis et égyptiens, israéliens bien sûr. Les discussions vont reprendre aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage compte tenu de l'actualité d'avoir ce sommet dans ce luxueux hôtel en plein cœur du désert, alors que l'actualité lourde nous rappelle bien sûr à la gravité de la situation et, comme vous disiez, à cet appel à la vigilance? Alors là, je serais plus prudent parce que, de manière générale, un État, un pays a toujours plusieurs dossiers en même temps. Alors, bien entendu, que cela balaye, que l'attentat balaye l'actualité de cette négociation, c'est normal parce que là, on touche à notre vie quotidienne et que ce qui compte d'abord et avant tout, c'est la sécurité individuelle et collective. Est-ce que cela veut dire que on s'est lancé trop loin dans des élucubrations, dans une sorte d'utopie, etc. Non, parce que là, on parle d'une sécurité collective au sens régional du terme, au sens stratégique du terme, et que les deux sont complémentaires. Je dirais même que c'est certainement la nouvelle donne de la région dans ces 3-4 dernières années, c'est qu'aujourd'hui, Israël n'est plus, je dirais, comme on disait auparavant, une partie du problème, mais une partie de la solution. Et le fait qu'il y ait cette coopération, au contraire, ça permet de rappeler à ceux qui pourraient l'avoir oublié qu'il n'y a plus quelque chose comme cela qui s'appelle un bloc compact qu'on appellerait les Arabes. Qu'il y a des États avec lesquels on discute, qu'il y a des problèmes qu'il faut encore régler, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes de terrorisme, mais un État est là pour régler les problèmes de manière simultanée. Alors bien sûr, les réjouissances sont à mettre au placard, c'est plus le moment, c'est pas le moment, et ça tout le monde le comprend très bien, mais et je ne dirais pas que ça justifie encore plus cet effort-là qui est fait, parce que là on parle d'une sécurité régionale, on ne parle pas, je dirais, d'un attentat dont les racines sont toujours encore vives, mais ce serait, je dirais, je pense que ça a été commandité, ça a été prémédité pour avoir lieu au moment où ce sommet a lieu. Donc pourquoi céderait-on à la pression des terroristes en disant, donc du coup c'est relégué, ça n'a plus aucune importance, mais cela veut bien dire que on ne va pas régler par la sécurité régionale des problèmes de sécurité intérieure. Très rapidement, des discussions donc elles vont continuer aujourd'hui. Une architecture de stabilité régionale. Qu'est-ce que vous entendez, vous, par ce mot ? Cela veut dire qu'aujourd'hui, Israël est considéré comme un partenaire de la sécurité régionale. Elle n'est plus vue comme une menace, elle n'est plus vue comme une force neutre. Alors certes, Blinken est présent, donc cela montre bien que les Américains ne disparaissent pas de la scène, mais ils aimeraient bien, me semble-t-il, voir les Israéliens prennent plus d'importance pour la sécurité de la région. Et puis, je pense que c'est aussi les inquiétudes face à un accord éventuel avec l'Iran qui soude cette coalition-là. Et cela me paraît essentiel qu'Israël joue un rôle majeur dans la construction de cette nouvelle alliance qui sera certainement le thème dominant de la décennie à venir. Merci beaucoup, Denis Charbit, d'avoir été avec nous ce matin en studio sur Radio J pour parler donc de ces deux actualités fortes en Israël, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, et à lundi prochain.